Il y a à peine 3 minutes, le monde a été témoin d'un séisme économique qui a secoué le cœur industriel des États-Unis. Boeing, symbole de la suprématie aérienne américaine, vient de suspendre sa production nationale. Et la réaction de Trump a été aussi explosive que révélatrice. Qu'est-ce qui a déclenché cet effondrement? Pourquoi la Chine, le Mexique et même l'Europe sont-ils au cœur de cette tempête? Ce n'est pas seulement un scandale d'entreprise. C'est une guerre silencieuse entre PDG et président où le patriotisme se heurte à la réalité mondiale. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien bouleverser à jamais la carte du pouvoir aérien mondial. Partie 1, choc dans le cockpit. De l'appel secret à la taxe douanière de 200%. La matinée s'est levée grisâtre sur Washington, mais le véritable orage s'est formé dans la salle de crise de la Maison-Blanche, où Trump examinait un rapport évoquant le transfert d'une ligne de production de Boeing vers Querétaro. En théorie, il ne s'agissait que d'une autre pièce du puzzle mondialisé. Pourtant, l'ex-président y vit une insulte personnelle et un défi direct à sa narrative de primauté nationale. Il ordonna alors d'appeler le numéro privé de Kelly Ortberg, donnant lieu à un échange devenu rapidement une légende dans les cercles de l'industrie. De son côté, Ortberg étudiait depuis des semaines la logistique mexicaine. Des coûts de main-d'œuvre 40% plus bas, un corridor ferroviaire direct vers les ports du Golfe et un fuseau horaire permettant une collaboration fluide entre ingénieurs américains et opérateurs latino-américains. Mais il savait que déplacer la chaîne de fuselage ne se contenterait pas d'optimiser les bilans. Cela déclencherait aussi des alarmes politiques. Ce que peu avaient vu venir, c'est la rapidité de la réaction. À peine le téléphone avait-il sonné que le PDG entendit la voix rugueuse de Trump exigeant une loyauté industrielle ou des sanctions douanières sans précédent. Ortberg ne broncha pas. Il se souvint de la série d'accidents qui avait terni la réputation du 737 MAX et de la pression d'actionnaires menaçant de vendre si la marge opérationnelle ne s'améliorait pas. Pendant ce temps, un rapport brut sur les coûts révélait une vérité dérangeante. Chaque unité entièrement assemblée aux États-Unis coûtait en moyenne 3 millions de dollars de plus que son équivalent partiellement produit au Mexique. Céder à la pression patriotique aurait donc pu signifier perdre des contrats face à Airbus, voire au concurrent chinois Comac, en pleine ascension. Trump durcit encore le ton. Il annonça la préparation d'un décret d'urgence imposant une taxe de 200% sur tout fuselage traversant la frontière à destination de compagnies aériennes américaines. Il menaça aussi d'exclure Boeing des futurs programmes de défense si l'entreprise continuait d'exporter des emplois. Mais au lieu de reculer, Ortberg répliqua par une déclaration qui marquerait l'histoire de l'entreprise. « Monsieur le Président, un avion cloué au sol ne crée pas de leadership mondial. Nous devons voler plus haut que la politique. » Sur ces mots, la conversation prit fin, et le conflit décolla sans plan de vol. Peu après, les premières fuites de l'appel atteignirent de Bloomberg et les écrans du Nasdaq virèrent au rouge vif. La capitalisation boursière de Boeing chuta de 8% dès la première heure de cotation. Mais la spirale ne s'arrêta pas là. Les fournisseurs de Wichita signalèrent des commandes suspendues, les syndicats du comté de Snohomish convoquèrent des assemblées urgentes, et les courtiers s'interrogèrent: était-ce le début d'une guerre commerciale interne aussi destructrice qu'un conflit avec la Chine? Les analystes de JP Morgan calculèrent qu'un tarif de cette ampleur reviendrait à saigner Boeing sur son propre marché, forçant les compagnies aériennes américaines à choisir, payer presque le double pour un 787 assemblé au Mexique, ou se tourner vers la concurrence européenne. La Maison-Blanche fit fuiter qu'elle préférait une douleur brève et patriotique plutôt que de tolérer une fuite stratégique. Ce que peu avaient anticipé, c'est que cette rhétorique ferait aussi paniquer Delta, American et United, dont les dirigeants savaient que chaque surcoût finit par se refléter dans les prix. Et donc dans la demande. La pression politique ne tarda pas à se fragmenter. À Seattle, la mairie s'inquiétait pour les 30 000 emplois directs dépendant de l'usine d'Everett, tandis que les gouverneurs du Kansas et de Caroline du Sud envoyèrent des lettres conjointes plaidant pour la flexibilité internationale indispensable au maintien de toute la chaîne de valeur. Il en résulta un front inhabituel où démocrates pro-syndicats et républicains pro-industrie réclamèrent une trêve pour éviter une tempête parfaite. Les marchés internationaux ne réagirent avec un sang-froid glacial. Francfort anticipa des retards potentiels sur l'A350. Shanghai vit Comac grimper de 6% et le peso mexicain se renforce grâce à une vague d'investissements spéculatifs dans les nouveaux parcs aérospatiaux de Querétaro et Chihuahua. De son côté, la Réserve fédérale publia un communiqué. La taxe pourrait fausser l'inflation sous-jacente juste avant la haute saison touristique. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que la politique monétaire finirait elle aussi enchaînée au fuselage d'un Dreamliner. Ortberg convoqua alors son comité de crise.
ingénieurs et avocats épluchèrent dans les clauses de contrat déjà signées avec Southwest et Alaska Airlines des pénalités de retard pouvant atteindre 50 000 $ par jour et par avion. Suspendre la chaîne mexicaine impliquerait donc non seulement une perte d'économie, mais aussi des amendes astronomiques. La conclusion fut claire, il fallait maintenir le cap et s'adresser à l'opinion publique mondiale. Mais pour triompher dans le jeu de Trump, il ne suffisait pas de chiffres, il fallait une narration. Ainsi naquit un communiqué reliant la grandeur américaine à la compétitivité mondiale. Ortberg rappela que, pendant la Seconde Guerre mondiale, Boeing avait bâti la fabrique de la liberté avec des fournisseurs au Canada, au Brésil et même en URSS. Il cita Dwight Eisenhower. Un leadership enfermé dans ses frontières risque de devenir une relique. Mais il n'oublia pas la carte patriotique. Il annonça la création d'un centre de R&D à Huntsville, Alabama, pour compenser les emplois transférés au sud du Rio Grande. Ce que beaucoup ne virent pas venir, c'est l'habileté à combiner ouvriers locaux et logistique transnationale dans un seul et même message. Trump répondit avec une série de messages sur Truth Social. Il accusa Boeing de trahir les ouvriers qui avaient financé son sauvetage après la crise du 737 MAX et promit de leur faire payer jusqu'au dernier centime. Les commentateurs conservateurs se divisèrent. Certains applaudirent la fermeté. D'autres alertèrent qu'un effondrement de Boeing rendrait le Pentagone dépendant d'Airbus. Et ainsi la fracture idéologique se transforma en un débat. Que signifie vraiment America First ? Partie 2. Turbulences internationales, la Chine freine les livraisons et les stocks restent cloués au sol alors que les analystes des chaînes d'infos cherchaient des adjectifs pour qualifier le mano à mano entre Trump et Ortberg. Un communiqué lapidaire arrivé de Pékin reconfigura brutalement l'échiquier. La Chine, premier marché long courrier pour Boeing, annonça la suspension immédiate de toutes les livraisons, assortie d'un tarif douanier de 125% sur chaque avion assemblé sur le sol américain. Pourtant, cette réaction orientale n'était pas une simple riposte diplomatique. C'était un calcul froid, transformant la vulnérabilité logistique de Boeing en levier géopolitique. Par ailleurs, les télévisions chinoises diffusèrent des images de centaines de fuselages peints en bleu entreposés à Everett, accompagnés de légendes vantant l'autosuffisance aéronautique. En conséquence, les actions de Comac grimpèrent à Shanghai et les courtiers de Hong Kong mirentaient sur le fait que la série C919 remporterait des contrats jusque-là monopolisés par la famille 737. Ce que beaucoup n'avaient pas prévu, c'est la rapidité avec laquelle les algorithmes de commande des compagnies aériennes asiatiques redirigèrent leurs demandes vers d'autres fournisseurs, fuyant tout risque d'embargo américain. À Wichita, les directeurs d'usines reçurent alors des messages urgents. Interrompre la production des trains d'atterrissage destinés aux clients chinois et reprogrammer les équipes jusqu'à nouvel ordre. Pourtant, une chaîne de montage ne se met pas en veille comme une simple lampe. Chaque minute d'inactivité engloutit des dizaines de milliers de dollars. En conséquence, les fournisseurs de pièces courbées sollicitèrent des crédits relais et les mécaniciens temporaires furent envoyés chez eux avant la fin de la journée. Le rugissement de l'usine se mua alors en un bourdonnement inquiétant, rappelant la crise de 2009. Ortberg comprit rapidement qu'un coup frontal nécessitait une manœuvre de diversion. Il convoqua son équipe commerciale globale et fixa un objectif clair, écouler les stocks bloqués sur des marchés à forte croissance, mais politiquement plus neutres. L'Inde fut la première cible, avec des perspectives de doublement du trafic aérien sur 6 ans. Toutefois, New Delhi, consciente de sa force de négociation, exigea un transfert de technologie et un assemblage local pour s'engager. Boeing céda une partie de son savoir-faire et annonça la création d'un hub de maintenance à Hyderabad, transformant un obstacle en opportunité industrielle. Parallèlement, le Vietnam et le Brésil entrèrent dans la danse avec des commandes en cours de négociation promettant d'absorber une partie du stock immobilisé. La presse financière parla alors de « route alternative du Pacifique », suggérant que la mondialisation trouve toujours un contournement lorsque les gouvernements dressent des barrières. Cependant, chaque avion vendu à prix réduit érodait les marges nécessaires au maintien en vol de Boeing. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que l'entreprise accepterait de sacrifier une rentabilité immédiate pour prouver au marché qu'aucun embargo ne pouvait arrêter sa chaîne d'assemblage. Mais la tempête ne faiblissait pas. Trump, voyant Pékin jouer sur l'avantage tarifaire, redoubla de fermeté dans son discours et menaça de révoquer les licences d'exportation si Boeing consolidait son usine mexicaine. Certains sénateurs républicains d'États industriels avertirent qu'un tel geste pousserait la société dans les bras de concurrents étrangers. De leur côté, les démocrates virent une opportunité pour promouvoir l'investissement dans la fabrication verte, proposant des crédits d'impôt pour toute aérostructure produite à l'intérieur des frontières avec de l'hydrogène ou des carburants durables. Ainsi,
le conflit économique se transforma en guerre électorale, chaque parti offrant son propre plan de sauvetage. Les véritablement impactés restaient les centaines de sous-traitants invisibles du grand public. Des entreprises moyennes et familiales fabriquant des vis en titane dans l'Ohio ou des câbles en fibre optique au Nouveau-Mexique découvrirent que leurs commandes étaient repoussées indéfiniment. Toutefois, les salaires lui continuaient à être versés et les banques locales durcirent les conditions de crédit face à l'incertitude. Ce que beaucoup n'avaient pas prévu, c'était l'émergence d'un nouveau clivage géographique. Tandis que les métropoles côtières débattaient des tarifs douaniers sur les écrans, les comtés intérieurs voyaient les colis s'accumuler dans les quais de chargement. Ortberg décida alors de sortir de sa tour d'ivoire. Il se rendit à Everett pour un town hall diffusé en direct. Là, entouré de rivets et d'ailerons, il défendit sa stratégie de diversification avec l'argument suivant : sans flexibilité géographique, toute turbulence politique nous clouera au sol. Les techniciens lui rappelèrent cependant que la flexibilité ne paie pas les hypothèques si les livraisons sont arrêtées. Boeing annonça alors la mise en place d'un fonds de transition de 100 millions de dollars pour les employés affectés par la suspension des livraisons vers la Chine. Un geste susceptible d'apaiser les tensions, mais pas d'éteindre le feu. Pendant ce temps, les investisseurs scrutèrent les bilans trimestriels. Malgré les coups durs, ils constatèrent que les livraisons totales avaient progressé de 56% par rapport au pire moment de la pandémie. Le flux de trésorerie demeurait cependant négatif et les dividendes restèrent gelés. Ce que peu avaient anticipé, c'était l'entrée discrète de fonds souverains du Moyen-Orient, flairant les bonnes affaires dans le chaos et achetant des parts avec une vision long terme et post-dollar. Mais le véritable baromètre se trouvait sur les réseaux des voyageurs fréquents. Les forums de pilotes et les plateformes de réservation commencèrent à spéculer sur d'éventuels retards sur les routes transpacifiques si Boeing ne désamorçait pas l'engorgement. Les compagnies aériennes appliquèrent alors des suppléments carburant et réorganisèrent les escales pour pallier la pénurie anticipée d'appareils neufs. Entre-temps, Airbus annonça l'extension de son usine à Mobile, en Alabama, lançant un message subliminal : le drapeau flottant au-dessus du hangar peut changer, mais les avions continueront de voler. Pourtant, la partie était loin d'être terminée. Ortberg avait traversé la première rafale avec créativité, mais la prochaine viendrait du Capitole où des auditions bipartites interrogeaient la loyauté d'un sous-traitant de la défense produisant des ailes aux deux hémisphères. Ainsi, avec l'ombre du 737 MAX toujours présente sur chaque coque d'aluminium, Boeing se préparait à affronter un duel de leadership qui testerait à la fois son identité industrielle et son avenir financier. Partie 3, duel de leadership. Entre le Congrès, les fantômes du 737 MAX et l'ombre d'Airbus et Comac. Le tourbillon des machines à Everett n'avait pas encore retrouvé son rythme que la prochaine alerte s'alluma à des kilomètres de là, dans les salons feutrés du Capitole. Cette fois, le danger n'était ni un tarif ni un embargo, mais une série de questions destinées à mettre à nu la crédibilité de Boeing devant une commission législative bipartisane. Kelly Ortberg, ajustant sa cravate dans un couloir moquetté, savait que chaque respiration serait transcrite et scrutée par des députés qui n'avaient pas oublié le choc médiatique provoqué par le 737 MAX. Les parlementaires démocrates s'étaient alliés à des républicains issus d'États industriels pour exiger des réponses sur la sécurité des nouveaux fuselages. L'audition s'intitulait « Souveraineté manufacturière et confiance du public ». Ce titre annonçait que le débat ne resterait pas technique mais s'étendrait à la philosophie économique. Ce que beaucoup n'avaient pas prévu, c'était qu'avant même de citer un chiffre, Ortberg se retrouverait face à une photo agrandie d'un Max écrasé, placé sur un chevalet dans la salle, un rappel brutal que la réputation ne se répare pas avec des bilans trimestriels. Le PDG déploya alors une stratégie réfléchie. Il reconnut les erreurs de certification à l'origine des tragédies éthiopiennes et indonésiennes. Puis, il exposa son nouveau système de vérification utilisant l'intelligence artificielle pour détecter les défauts avant même que le pilote ne lève le train d'atterrissage. Il souligna aussi la présence d'inspecteurs fédéraux sur les lignes de montage, preuve que la diversification géographique ne signifiait pas renoncer au contrôle qualité. La sénatrice Graves, connue pour son scepticisme technologique, rappela que les algorithmes sont écrits par des humains et qu'aucun logiciel ne compensera un protocole abrégé pour gagner quelques minutes de production. Le silence tomba. Tous attendaient une réponse qui ne soit ni creuse ni rhétorique. Ortberg ne recula pas. Il orienta le débat vers le volet économique. Après la crise du MAX, Boeing avait signé des accords de production redondantes avec des usines en Caroline du Sud, à Sheffield et à Querétaro, de façon à éviter qu'un problème local immobilise toute la chaîne. Le représentant Abrams interrompit. Ne risquait-on pas alors d'exposer la sécurité nationale à des dysfonctionnements logistiques quand une aile pouvait voyager entre 3 pays avant d'atterrir à la base Edwards ?
Les caméras montrèrent des conseillers militaires qui consultaient des tablettes affichant des schémas de la flotte présidentielle. Ortberg répondit en citant l'OTAN. Près de 70% des pièces critiques d'un F-35 sont produites dans plus de 5 pays alliés, et pourtant cet avion est considéré comme le plus sûr du monde. Le débat évolua alors vers l'interdépendance stratégique du XXIe siècle. Ce que peu avaient anticipé, c'est que le CEO soulignerait qu'isoler la production aéronautique laisserait des vides que Airbus et Comac se feraient un plaisir de combler, sapant des décennies de leadership américain. À Toulouse, un porte-parole d'Airbus saisit l'occasion médiatique pour annoncer l'extension de son usine à Mobile, Alabama, insinuant que l'entreprise européenne pourrait être tout aussi made in USA que ses rivaux, si Washington le permettait. En parallèle, à Shanghai, Comac diffusait des vidéos de son C919 survolant des nuages dorés, sur fond de la phrase « sans ailes empruntées ». La commission du Congrès relança l'audition. Pourquoi Boeing ne concentrait-il pas la production dans des États à incitation fiscale afin d'éviter le Mexique et la controverse? Ortberg sourit sans arrogance et répondit « La compétitivité réelle ne se mesure pas aux déductions fiscales, mais à la capacité de livrer un avion dans les délais et au prix que le marché mondial est prêt à payer. » La tension remonta encore quand la représentante Rivera projeta des images des astronautes revenus dans une capsule SpaceX après des problèmes de thruster Boeing. La confiance technique vacilla à nouveau. Ortberg présenta alors un calendrier de 23 jalons vérifiables avant le prochain lancement, accompagné d'un audit indépendant dirigé par d'anciens cadres de la NASA. Ce que peu avaient anticipé fut l'insertion d'un nouveau mécanisme. Des bonus exécutifs déduits en cas de retard, à raison d'un jour de délai, égale réduction de primes. Ce geste provoqua des murmures d'approbation, y compris chez les critiques les plus sévères. Partie 4. Le ciel qui vient, nouvelle carte aérienne et guerre des modèles entre PDG et président. Le soir tombait sur Singapour lorsque les projecteurs de l'Asia Aerospace Expo illuminèrent le fuselage nacré d'un 737-10, fraîchement peint aux couleurs de Lyonair. Pourtant, à quelques mètres à peine, un C919 arborait une livrée rouge et or, flanquée de caractères chinois proclamant « Autonomie dans les cieux ». De son côté, un A32, un Neo exhibait fièrement ses titres de zéro émission avec un logo européen promettant un ciel propre d'ici 20 ans. Ce que peu avaient anticipé, c'est que ce hall improvisé dans un ancien terminal de fret deviendrait la nouvelle piste de bataille mondiale. Une guerre commerciale discrète pour conquérir les 3000 avions monocouloirs dont l'Asie aura besoin d'ici 2045. Et qui décideront qui dictent les règles du ciel. Kelly Ortberg arriva avec un plan articulant logistique et géopolitique comme des fibres de carbone. Il signa des mémorandums avec des aéroports asiatiques émergents, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh Ville et Hyderabad accueilleraient des centres de maintenance certifiés. Boeing, lui, conserverait les centres d'ingénierie avancés à Huntsville et Seattle. Résultat, chaque avion livré aurait un passeport numérique retraçant le trajet de chaque vis, depuis la fonderie en Alabama jusqu'à l'usine Dell à Querétaro, garantissant ainsi une transparence en temps réel. Mais Airbus contre-attaqua. Ses lignes d'assemblage à Tianjin atteindraient à la neutralité carbone d'ici 2030, renforçant sa narration environnementale. Pendant ce temps, Comac jouait une autre carte. Des accords de financement appuyés par des banques publiques offrant des crédits bail sur 20 ans à taux fixe inférieurs à 2%. Malgré tout, que des compagnies comme AirAsia et Indigo ne pouvaient ignorer la réputation post-vente et la fiabilité en sécurité de Boeing et Airbus. Les négociations prenaient alors des airs de partie d'échec, faites de délais de livraison, garanties d'opérabilité et de faveurs diplomatiques. Ce que peu prévoyaient, c'était l'entrée dans l'arène de ministres du commerce venus échanger des routes de 5e liberté contre des parcs éoliens ou des licences de télécom. Ortberg, lui, comprenait que la concurrence ne se joue plus uniquement dans les salons professionnels. Elle se livre dans les forums climatiques et les bureaux de douane. Il annonça que 2/3 de la nouvelle génération d'avions Boeing pourraient voler à 100% au biocarburant sans modification structurelle. En parallèle, il signa un accord avec des agriculteurs de l'Iowa et du Mato Grosso pour produire de l'éthanol de maïs et de canne certifié par l'ONU. Résultat, un vol Jakarta-Dubaï pourrait décoller avec un carburant Made in USA, même si son aile gauche a été assemblée au Mexique. Mais les critiques rétorquèrent que la trace carbone ne s'efface pas avec des promesses. Le vrai problème, ce n'est pas le kérosène, c'est la logistique mondiale qui l'entoure.
La Maison-Blanche, attentive, fit fuiter des ébauches de crédits d'impôt pour les compagnies aériennes achetant des avions fabriqués sur le sol américain. Ortberg répliqua que discriminer les avions partiellement assemblés à l'étranger reviendrait à pénaliser les agriculteurs, cheminots et développeurs qui alimentent le réseau mondial de Boeing. Dans les gradins, Apple, Ford et Tesla observaient, conscients que l'issue de cette bataille poserait un précédent pour les puces électroniques, batteries et logiciels circulant entre continents. En conséquence, les lobbies industriels commencèrent à coordonner un front commun réclamant des règles basées sur des normes mondiales et non sur des coordonnées géographiques. Malgré tout, la crédibilité restait minée par les souvenirs du 737 MAX. Pour clore ce chapitre, Boeing ouvrit ses algorithmes de contrôle de vol à un audit tripartite dirigé par le MIT, Airbus et l'autorité de l'aviation civile de l'Inde. Ce que personne n'avait vu venir, la main tendue d'un rival. Des ingénieurs de Toulouse acceptèrent de revoir le code avec leurs homologues de Seattle, envoyant un signal clair, la sécurité aérienne dépasse les drapeaux. Mais cette coopération technique n'effaça pas la rivalité commerciale. Elle la relégua simplement, temporairement, en attendant que les régulateurs harmonisent leurs protocoles.